Président Nico Maïngele, bonjour. Bonjour Madame Joël Kombe. Comment allez-vous? Au rythme du combat, au rythme du pays, tant que le pays va mal, notre santé étant liée à celle de la République, rien n'ira. Le président de la République demande une transition politique, alors que samedi 11 mars 2023, vous avez marché notamment pour dire non à un glissement. Effectivement, madame, nous avons dit non à un glissement politique dans le pays puisque nous devons nous habituer au respect de la Constitution. Nous sommes légalistes, nous avons opté pour la démocratie libérale qui consiste au respect des mandats. Lorsque M. Tshilombo accède au pouvoir, même par fraude, même par compromis à l'africaine, mais il est lié à un mandat observé, c'est celui de 5 ans. Une fois renouvelable. On ne peut pas accepter qu'il y ait une transition politique aujourd'hui, pendant que M. Tshilombo a vendu ce pays entre les mains du tout-tipar international. Transition politique avec qui à la tête du pays? M. Tshilombo, moi je dis non. Transition politique avec une personnalité neutre, peut-être je dirais oui, pour pouvoir corriger ce que M. Tshilombo n'a pas pu faire pendant 5 ans, puisque un régime qui n'a pas été en mesure de donner et du pain et de la paix ne peut nullement prétendre faire mieux pendant une période de transition qui ne dépasserait peut-être pas 2 ans, alors qu'il en avait plus de 5 ou 5 ans. Donc ici, j'exhorte la classe politique congolaise que M. Tshilombo soit contraint jusqu'à la fin de l'année. S'il n'y a pas élection, que nous fassions une transition politique sans M. Tshilombo. Une transition avec une personnalité neutre, tel le docteur Mukwege, ça peut marcher. Tel un prêtre de l'église catholique, ça peut marcher. Mais une transition avec M. Tshilombo à la tête, ça serait une insulte aux millions de morts qui ont été occasionnés du fait de son rapprochement avec Kagame et de son rapprochement avec les M23. Aujourd'hui, le pays connaît une guerre aussi atroce qu'inutile, simplement parce qu'il y a eu un homme qui est arrivé au pouvoir par un compromis politique et qui voulait satisfaire plus à ceux-là qui ont été à la base de son avènement au pouvoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est M. Macron qui l'a dit, que la France avait œuvré pour l'avènement de M. Tshilombo au pouvoir. L'alternance n'était pas un mécanisme spontané. Ce qui n'est pas spontané, c'est planifié, c'est préparé. Donc il a passé 5 ans à la tête de l'État pour chercher à assouvir les appétits gloutons de M. Kagame et de ses partenaires occidentaux. Il ne peut pas se prévaloir aujourd'hui de sa propre turpitude pour dire, écoutez, 5 ans après, je n'ai pas été en mesure d'imposer la paix et qu'il tire profit de sa propre turpitude. En droit comme en politique, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. M. Tshilombo doit partir et il partira, dégré par les élections, qu'il ne saura pas tricher. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dynamique internationale. Il y aura une observation internationale, l'observation régionale, l'observation nationale. Je parle des observations électorales. L'Église catholique sera en mesure de proclamer ce résultat. Et l'Église protestante également, puisqu'ils ont fait ce qu'on a appelé une mission d'observation conjointe entre l'Église protestante et l'Église catholique. Et les résultats qui seront publiés demain seront également certifiés par les observateurs internationaux. Donc M. Tshilombo ne saura pas tricher les élections, que cela n'en déplaise à ceux qui pensent que nous qui partions aux élections pour pouvoir faire partie de M. Tshilombo du pouvoir de manière pacifique, nous nous trompons. Non, nous ne nous trompons pas. Nous savons très bien que le monsieur est coincé. Même sur le plan électoral, il ne saura pas tricher. Même sur le plan politique, il ne saura pas nous imposer une transition avec lui à la tête du pays. Ça ne marchera pas. Le président angolais l'a dit, aujourd'hui c'est l'ONU qui demande à la République démocratique du Congo de trouver une solution politique à l'interne. Votre réaction? La solution politique à l'interne, oui, nous sommes politiques. On ne peut pas réfuter d'emblée une proposition qui est faite par le Conseil de sécurité sans pouvoir l'analyser au préalable. Le président Fayoulou, à l'époque, rappelez-vous, avait soumis à la classe politique, tout comme aux institutions onisiennes, ici je pense à l'ONU, un plan de sortie des crises. Et dans ce plan, le président Fayoulou avait fait des propositions concrètes. Tout ce qui peut se faire en termes d'un dialogue, en termes de discussions politiques, ne peuvent pas avoir comme résultat la violation de la Constitution. Tout doit se faire conformément à la Constitution. Voilà pourquoi à l'époque nous avions proposé qu'il y ait une CENI consensuelle. Mais Tshilombo en a fait avec sa tête. Il ne nous avait pas écoutés.
Nous avions parlé d'une CENI consensuelle. Aujourd'hui, M. Macron vient lui dire la même chose. Il faut une CENI confiante. C'est-à-dire une CENI qui va avoir comme membres toutes les différentes composantes qui sont parties prenantes au processus électoral pour créer cette confiance. Et Macron lui a dit, nous lui avons dit hier, il va falloir qu'il y ait une cour constitutionnelle neutre, impartiale. Mais il a nommé ses propres juges en violation de la Constitution, puisque là-dedans, vous avez des juges qui sont issus d'un même bord politique, alors, en fait, d'un même bord linguistique, alors que la Constitution interdit qu'il y ait au moins 2 juges issus d'une même province. Et il l'a fait, simplement parce qu'il est béton. Et aujourd'hui, on nous demande la même chose. Et s'il va falloir que nous fassions une concession, je crois savoir que le président Fayoulou l'avait dit, tout doit se faire dans les délais constitutionnels. On n'a pas besoin d'accéder dans ce qu'on appelle le mangeoire. On n'en a pas besoin qu'on fasse des réformes consensuelles, qu'on ait une CENI neutre, une CENI confiante, et on va aux élections au plus tard le 23 décembre 2023. Et M. Tshilombo sera battu à plate couture. Donc il ne sera pas ni tricher, ni imposer une victoire par voie d'armée, ni glisser avec lui à la tête du pays. Donc il est vraiment à la croisée des chemins. Et l'unique solution aujourd'hui, c'est l'application de l'article 64 de la Constitution. Voilà pourquoi nous avions appelé notre peuple, les samedis passés, à une marche d'endurance patriotique. Puisque un peuple qui se soulève, c'est un peuple qui est préparé. Je ne peux pas cautionner un discours qui s'est développé au Congo, allant dans le sens de dire, on ne va pas aux élections, il faut un soulèvement. Mais un peuple qui ne sait pas marcher, lorsque l'EAC envahit les pays, lorsque les Rwandais agressent les pays, ces peuples qui ne sait pas marcher lorsqu'il y a cherté de la vie, et ces peuples-là vont directement sortir pour un soulèvement? Non. Pour gagner une finale, il va falloir qu'il y ait des matchs d'entraînement. Donc nous avons fait cette marche à titre de marche d'entraînement pour pouvoir lancer l'assaut final contre ces régimes d'occupation et de médiocrité sans précédent. Que pensez-vous de l'arrivée des troupes angolaises à l'Est? Encore, vous constaterez que le pays, la République démocratique du Congo, est devenu une foire internationale à profit. L'Angola estime que, puisqu'il y a les Tutsis de la sous-région, les Tutsis de l'Est, qui sont dans nos mines, qui sont dans nos provinces aussi riches que Nord Kivu, Ituri et autres. Et l'Angola veut aussi fouler son nez. L'Angola veut aussi préserver ses intérêts au Congo. Voilà pourquoi je parle d'une foire internationale à profit. C'est dangereux. Mais l'aspect positif de l'arrivée des troupes angolaises, je pense que c'est pour limiter les dégâts en termes du projet de balkanisation du pays. Vous savez, si on laisse les pays, l'Est du pays, rien qu'entre les mains des forces Tutsis, de l'EAC, demain ou après-demain, si on leur demande de quitter et qu'ils refusaient ces pays-là, ils peuvent appuyer les États tukiles, c'est-à-dire les petits États, les nouveaux États qui vont naître et proclamer les indépendances avec les armées étrangères de Tutsis qui envient notre territoire, nos terres, nos richesses. Mais si on parvenait à créer l'équilibre à l'Est en y envoyant les FRDC, qui sont intègres, il faut écarter au sein des FRDC les éléments nuisibles, les infiltrer pour limiter les dégâts à l'Est. Si on prend les troupes de la SADC, l'Angola, Namibie, l'Afrique du Sud, Zimbabwe, et on les déploie à l'Est, ça va créer de l'équilibre face aux armées de l'EAC. Et s'il y a une dynamique expansionniste, une dynamique balkanisationniste, et les forces de la SADC, appuyées par les FRDC, peuvent faire le contrepoids pour que nous ayons l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Voilà pourquoi le président Fayoulou a soutenu l'arrivée d'une unité spéciale angolaise qui sera déployée à l'Est et aussi pour ces fins-là. Parce que officiellement, l'Angola estime que ces forces doivent être dans les territoires occupés par les M23 pour sécuriser les mécanismes de vérification des frontières, puisque l'Angola a des officiers aussi dans les mécanismes de vérification des frontières. Et ces officiers doivent être protégés par les troupes angolaises. Donc ça fait dire que nous, les Congos aujourd'hui, nous sommes incapables de protéger et les Congolais et les étrangers qui vivent au Congo.
Et ça, c'est la faillite d'un régime, c'est l'échec d'un homme qui s'appelle M. Félix Antoine Tshilombo. Voilà pourquoi il doit partir. Monsieur Nico Maïngele, quel danger court les peuples congolais en ayant plusieurs troupes étrangères sur les sols congolais? Mais tout ça, les responsables, c'est M. Tshilombo. Il y a risque de balkanisation, il y a risque de conflits, il y a risque de confrontation. Rappelez-vous à l'époque, à Kisangani, il y a eu confrontation, une guerre entre les troupes angolaises, en fait, les troupes rwandaises et les troupes ougandaises à Kisangani. La guerre des 6 jours, si je ne m'abuse pas. Et vous connaissez les dégâts qui s'étaient produits à Kisangani. Et aujourd'hui, vous ramenez toutes ces forces agressives de l'époque au Congo parce que M. Tshilombo voulait protéger son pouvoir. Et pire, M. Tshilombo est dans une dynamique, donc vous voyez, il se comporte comme un agent, conscient ou inconscient, de balkanisation de notre pays. Regardez. Il décrète un état de siège inutile, improductif, stérile. Je dirais même un état de siège idiot. Parce que ça montre ses limites. Il responsabilise qui comme gouverneur? Ancien du RCD Goma, qui était sous dictat, sous l'emprise du Rwanda. L'ancien du MLC, un autre gouverneur, qui dépendait de l'Ouganda. Aujourd'hui, les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont gérées par les ex-généraux rebelles soutenus par les Rwandais et l'Ouganda. Trouvez l'erreur. Est-ce que M. Tshilombo fait la politique de manière consciente ou inconsciente? Il ne se limite pas là, puisque aujourd'hui on n'a plus le contrôle de ces deux provinces qui sont gérées par les généraux, qui ne savent plus de faire, parce qu'il a peur des généraux. C'est cela la vérité. L'état de siège a maintenant une connotation affairiste. Les gens font des affaires, l'armée fait les affaires. L'armée devient affairiste. C'est ce qui détruit la chaîne de commandement. C'est ce qui détruit la puissance d'effet des FARDC. Puisque l'esprit du lucre, lorsque ça prime dans l'agir militaire, la conséquence c'est quoi? C'est l'affaiblissement de l'armée, c'est l'affaiblissement de l'appareil sécuritaire du pays. Il ne s'est pas limité là. Il a détruit l'armée, il a détruit l'espoir du retour de la paix grâce au FARDC qu'il néglige par ailleurs. Parce que le fait de faire venir les troupes de l'EAC, ça coûte plus cher à la République que le fait de prendre en charge les troupes FARDC. Monsieur Lutundula l'avait dit que les troupes EAC nous ont coûté 100 millions de dollars. Dans 6 mois, 100 millions de dollars. Si on prenait 100 millions de dollars et qu'on armait davantage les FARDC avec les matériels de guerre conséquents, efficaces, avec des primes de guerre, avec des munitions, avec des chars, avec des armes, je dirais, sophistiquées, mais on va détruire en un clin d'œil les M23, qui ne représentent rien. Les troupes M23 ne dépassent pas 10 000 hommes, ne dépassent pas 5 000 hommes. Nous avons une armée de 150 000 hommes. Et nous pouvons anéantir le M23 avec les FARDC bien équipés, bien motivés, mais curieusement, nous sommes en pleine guerre. M. Tshilombo estime que lui, qui porte l'étoffe du chef de l'État, que je ne reconnais pas et ne reconnaîtrai jamais, il vous dit, écoutez, moi, en tant que commandant suprême des forces armées, je n'ai pas l'envie de faire la guerre. Je n'aime pas la guerre. Je ne vais pas faire la guerre. On ne sait pas. On sait quand une guerre commence, mais on ne sait pas quand elle va terminer. Mais un tel monsieur, et vous le laissez comme président de la République, un militaire qui est au front, lorsqu'il attend dire son président de la République, qui est commandant suprême des forces armées, je ne vais pas faire la guerre, c'est un discours qui démotive. Les chefs d'état-major général qui travaillent en collaboration avec les présidents de la République comme commandant suprême des forces armées, ne peut pas entendre un tel discours démobilisateur. Sous d'autres cieux, M. Tshilombo serait chassé. Donc ici, vous avez une armée au front, mais vous avez un président qui n'a pas le cœur à l'ouvrage, qui n'est pas au front, même sur le plan spirituel. Ça pose un problème. Il y a cassure entre l'armée qui se bat sur terrain et M. Tshilombo qui porte l'étoffe du commandant suprême des forces armées. Voilà pourquoi il doit partir une fois encore. Je vais citer, s'il vous plaît. Après l'état des sièges, après l'arrivée des forces de l'EAC, après l'arrivée des forces angolaises, demain après-demain,
ça sera peut-être l'arrivée d'autres forces. Finalement, le Congo sera en fait dans la configuration de l'État indépendant du Congo, donc un bien sans maître, donc un territoire soumis à l'exploitation internationale. Voilà pourquoi je l'appelle, je qualifie ça d'une foire internationale à profit, et ça doit cesser. Nous devons nous prendre en charge pour bouter dehors M. Tshilombo et sa politique obscurantiste. Merci beaucoup. Président Nikoma Nguele, le gouvernement, par l'entremise de son porte-parole Patrick Mouyaya, vient de déclarer, je cite, « Nous avons compris que nous sommes les premiers à trouver les solutions à nos problèmes. » Votre réaction? C'est un discours irresponsable. C'est un discours immature. C'est tout sauf responsable. Comment un homme, porte-parole du gouvernement, il prend conscience, après l'interpellation du Conseil de sécurité, que seul le Congo peut défendre l'intégrité territoriale du pays. Et pendant depuis tout le temps qu'ils étaient au pouvoir, ils ne savaient pas que la charge de la défense de l'intégrité territoriale, tout comme de l'unité nationale, incombait à la République démocratique du Congo, et plus particulièrement à son gouvernement et au président de la République. C'est aujourd'hui que Mouyaya apprend ça. Ça, c'est une tentative d'idiotie politique. C'est dangereux. Il doit démissionner. C'est comme un père dans une famille qui ne savait pas qu'il a l'obligation de nourrir ses propres enfants. Et que quelqu'un d'autre vient de lui rappeler. Non, ça, c'est une bêtise que je ne vais pas écouter. Mouyaya doit quitter ses fonctions, laisser la place même au Tchakou national. Il ferait mieux que Mouyaya, je pense. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, estime que le bilan de Félix Tshisekedi est largement positif. Votre réaction? Vous continuez toujours à... M. Kabouya, vraiment, madame. M. Kabouya, je crois qu'il se distingue par l'inconsistance. Dans tout ce qu'il déclare, c'est inconsistant. Le bilan positif, il peut nous avancer un seul secteur qui a marché pendant 5 ans. Puisqu'il ne suffit pas de déclarer. Il ne faut pas faire des incantations. Il faut démontrer les caractères positifs du bilan de M. Tshilombo. Est-ce par le fait d'avoir effectué plus de 300 voyages, c'est ça le bilan positif? Le fait d'avoir laissé les contrôles de 2 provinces entre les ex-rebelles RCD et MLC, dépendant du Rwanda et de l'Ouganda, c'est cela le bilan positif. Le fait d'avoir renoué avec le M23 pendant 14 mois ici à Kinshasa, nourri, payé par les gouvernements, c'est ça le bilan positif. Le fait d'avoir amené les dollars, $1 américain à 23-24, c'est ça le bilan positif. Le fait d'avoir vendu les actifs miniers des cominières à vil prix, c'est ça le bilan actif. Le fait de nous avoir escroqué l'argent des RAM, 600 millions de dollars. Le fait d'avoir détourné l'argent des 100 jours, plus de 570 millions de dollars. Le fait d'avoir détourné l'argent de Chile Gelou, plus de 150 millions de dollars. Le fait d'avoir détourné l'argent des Covid, l'argent de la gratuité de l'enseignement, avancé l'aide de la Banque mondiale. C'est ça le bilan positif. Le fait d'avoir amené la dette extérieure du Congo de moins d'1 milliard à 8 milliards aujourd'hui. C'est ça le bilan positif. Et M. Tshilombo doit dire à notre peuple. Il estime que d'autres régimes ont négligé. Les Kasaï ont oublié. Les Kasaï, aujourd'hui, Félix Tshisekedi travaille pour tous les Congolais. Non, s'il vous plaît. M. Kabouya est tout sauf quelqu'un doté d'une intelligence politique. Donc, il parle peut-être avec ses sentiments ethnico-tribaux, et chez moi, ça ne passe pas. Donc, M. Tshilombo est là, il travaille pour la République, mais qu'a-t-il fait au Kasaï? Puisque les autres régimes avaient négligé les Kasaï. Lorsqu'on a détourné 42 millions de dollars destinés à la construction de l'université officielle de Mbujimaï, ce sont les Katangais, les Bandundois, les Équatoriens qui ont détourné ça. Ce sont nos propres frères kassaïens qui ont détourné des fonds destinés au projet de développement chez eux. Vous avez vu M. Tshilombo arrêter un seul kassaïen parce qu'il s'agit de ses frères. Et Kabouya qui vous parle, un autre kassaïen qui ne sait pas dénoncer les détournements effectués par les autres kassaïens. Ça s'appelle un esprit étroit. Vous voyez? Donc il ne peut pas aller au-delà
du cadre macroscopique de la République. Il est trop microscopique et je ne les vois pas dénoncer les détournements qui se font dans l'espace Kassaï. Tout autour de M. Chilombo, il y a eu des conseillers kassaïens qui ont détourné des millions. Est-ce que vous avez déjà suivi un seul Kassaïen jugé et condamné? Et vous dites que les autres provinces avaient négligé les Kassaï pendant que vous-même, les Kassaïens, vous détournez l'argent destiné au développement du Kassaï. Ça, c'est une tentative d'imbécilisation kassaïenne. Ça, c'est grave. Kabouya ne peut pas dire ça. Tous les Kassaïens ne sont pas des imbéciles. Il y a des Kassaïens qui sont intelligents. Il y a des Kassaïens qui sont des gens normaux. Kabouya ne peut pas réduire les pays au Kassaï. Que les autres avaient négligé les Kassaï. Non. Nous sommes un peuple. Nous devons être unis. Il faut éviter ces discours divisionnistes. Nous devons être unis. Pour pouvoir construire au Kassaï, il ne suffit pas seulement être Kassaïen. Mais pour détourner l'argent destiné au Kassaï, ce sont nos frères qui ont détourné ça, nos frères des Kassaï. Trouvez l'erreur. Donc ici, M. Kabouya ne peut pas opposer les Kassaï aux autres communautés. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que je constate depuis un certain temps que M. Chilombo, avec ces Kabouya, sont devenus comme étant... M. Chilombo est devenu le plus grand commun diviseur des Congolais. Donc, ils tiennent les deux des discours divisionnistes, séparatistes. Les autres avaient négligé les Kassaï. Nous, on a maintenant notre Machamou qui construit les Kassaï. On a construit où? Depuis que M. Chilombo est là. Il a été inauguré une bureautique avec 4-5 ordinateurs. C'est ça la construction, le développement du Kassaï? Non, s'il vous plaît, ne vous moquez pas de nos frères kassaïens. Ils ont droit au développement. C'est l'une des parties de la République les plus pauvres, les plus sous-développés. Nous devons avoir un plan général d'aménagement de la République, un plan général de reconstruction du pays et avoir des routes transversales qui relient toutes les provinces et il faut créer cet équilibre en termes du développement de nos provinces. Il ne faut pas avoir des dirigeants qui pensent que le fait d'être kassaïen, ça constitue un bonus pour le développement du Kassaï. Non, ça ne passe pas. La vie est devenue intenable en République démocratique du Congo. Est-ce que cela est dû à la dépréciation de la monnaie locale? Mais c'est normal. La monnaie se déprécie lorsqu'il n'y a pas de production locale. Il n'y a pas de productivité. On ne produit rien. Aujourd'hui, M. Chilombo a recouru à la planche à billets. On apprend qu'on est en train de faire la planche à billets. Lorsqu'il y a une forte masse en termes de gestion du stock monétaire, lorsque la masse en francs congolais dépasse largement la masse en devises, il y a inflation. Je ne suis pas économiste, mais j'ai été quand même en économie de développement une année aux facultés catholiques de Kinshasa qui sont devenues aujourd'hui l'université catholique au Congo. Donc j'ai des notions élémentaires en matière économique. C'est la loi de l'offre et de la demande. Plus une monnaie est cherchée, plus elle est demandée. La conséquence c'est quoi? S'il y aura inflation, puisque ici, tout le monde dispose d'une certaine quantité de francs congolais. Il y a rareté des devises des dollars. Puisqu'on a mis dans les marchés financiers des fonds ici, j'ai parlé même ce qu'on appelle les blanchiments des capitaux. Et là où il y a blanchiment des capitaux, vous voulez qu'il y ait stabilité de la monnaie? Là où il y a absence de production, vous voulez qu'il y ait stabilité de la monnaie? Là où il y a mauvaise gouvernance, il n'y aura pas stabilité de la monnaie, puisque la stabilité de la monnaie engendre celle des prix dans les marchés. Donc, puisqu'il n'y a pas stabilité de la monnaie, puisqu'il y aura flambée des prix dans les marchés, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Voilà pourquoi M. Chilombo étant incapable de contenir l'inflation galopante, nous subissons aujourd'hui de plein fouet. Et il nous présente une gouverneure de la banque avec un ministre du budget pour faire un communiqué, une déclaration allant dans le sens de dire, écoutez, désormais il faut afficher les taux, les cambistes qui n'affichent pas les taux seront arrêtés, sanctionnés. Est-ce que c'est une mesure pour pouvoir remédier à ce que nous vivons comme inflation dans les pays? Ça, c'est la preuve éloquente de l'incompétence et de l'incapacité au sommet de l'État avec des répercussions à la Banque centrale et dans la chaîne de dépenses du pays. Aujourd'hui, on ne respecte plus la chaîne de dépenses, de détournement de ces fonds, il y a des dépassements budgétaires, toutes les dépenses passent en mode d'urgence parce que M. Chilombo veut voyager et il doit avoir autant de millions avec lui. Ça, c'est gravissime. Ça, c'est un coup dur à notre économie. Et M. Chilombo n'est pas l'homme indiqué pour pouvoir redresser l'économie du pays.
Un petit commentaire, bagarre entre les membres de l'IDPS autour de la question du départ de Denis Kadima de la CENI au cas où les élections ne seront pas organisées en décembre de cette année. Est-ce qu'il y aura élection? À la ligne, vous les choses déjà. Qu'il y ait élection ou pas, M. Chilombo appartient au passé. Qu'il y ait élection ou pas, M. Chilombo doit partir et il partira. La bagarre à laquelle vous faites allusion, madame, c'est la preuve de la délinquance politique qui bat son plein au sein de l'UDPS. Nous vous avions dit, ces gens-là sont des délinquants. Vous avez vu comment ils se battent, comment ils s'insultent, comment ils nous insultent, comment leur président, M. Chilombo, a failli en venir aux mains avec Macron, alors tel père, tel fils. Je ne peux plus en dire autrement. Pour finir, une toute dernière question. Il semblerait que Tshisekedi Kabila négocie une transition pour co-gérer les pays, pour co-gérer la République. Ils avaient déjà co-géré la République au sortir du compromis à l'africaine, du braquage électoral de 2018. Ils s'étaient arrangés pour que M. Chilombo occupe les fauteuils du président de la République et que M. Kabila et son FCC aient la majorité au Parlement. C'était une attente kabilo-chilombiste. Et voilà, vous avez vu à l'époque, rappelez-vous, les gouvernements Ilukamba, c'était un gouvernement de compromis. C'est l'homme de Kabila à la tête du gouvernement. Vous avez vu madame, la dame là qu'on a chassée, qui était à la tête de l'Assemblée nationale, madame Janine Kabunda. C'était un gouvernement de compromis. Il y a eu cohabitation, il y a eu co-gestion de la République. Ils ont co-géré la République. Vous les avez vus chaque week-end à Kingakati, tantôt à Gelem, tantôt à la cité de Loya, en train de prendre le champagne. Rappelez-vous, M. Chilombo et M. Kabila s'est moqué de nous chaque week-end avec des photos exhibitionnistes. Alors ici, vous nous dites que ces mariages-là, je ne sais pas si ça a été s'il y a eu divorce ou pas, ils veulent encore revenir. Non, M. Kabila et M. Chilombo, comme l'avait dit le président Edi Martin Fayoulou, ces deux-là nous font un jet indescriptible. Kabila est un fin tacticien. Kabila et Chilombo ne se sont jamais séparés. Quand Kabila a boycotté les processus électoraux, l'enrôlement, c'était une passe en or. Et Kabila voulait nous embourber dans un schéma sans issue. Parce que pour lui, si on va aux élections, avec le bilan négatif de M. Chilombo, qui est sa créature, on va chasser Chilombo. Et par ricochet, Kabila va partir. Donc Kabila a intérêt qu'un régime faible soit aux commandes, soit au pouvoir, que M. Chilombo perdu, en fait, son régime perdu au pouvoir, en fait, M. Chilombo perdure au fauteuil, en fait, au pouvoir, pour que Kabila survive. Alors, il a fait ce qu'on appelle la tactique stop and go, c'est-à-dire Tindika Ochekal. Alors ici, il laisse M. Chilombo apparaître pour dire que moi, je me suis séparé avec lui, mais en réalité, ils sont ensemble. S'ils n'étaient pas ensemble, comment ils comptent renégocier une transition? Et c'est ce pays d'abord, appartient à Kabila, M. Chilombo. Qui leur a donné ces pays? C'est leur propriété. Nous sommes là. M. Kabila et M. Chilombo doivent négocier une congestion de la République au-delà de 2023. Fayoulou les regarde, Nico Mengue les regarde, 100 millions de Congolais les regardent. C'est leur pays. Quand on parle de ce qui est des partis, il a laissé à M. Chilombo les certificats de la République démocratique du Congo. Tout comme quand papa Laurent Désiré Kabila est parti, il a laissé ces certificats à M. Kabila, où les deux sont cohéritiers de la République. Cette histoire-là doit cesser. M. Chilombo doit partir ensemble avec M. Kabila. Ça doit être noté de manière claire et nette. Ils sont ensemble. Si aujourd'hui le pays ne marche pas, c'est M. Kabila qui est l'auteur. C'est lui qui a bombardé M. Chilombo, président de la République. C'est une bombe qui continue à causer d'énormes dégâts à la vie nationale, à la vie économique du pays, à la vie sécuritaire, à la vie sociale. C'est Kabila de dire qu'il y ait un accord pour éviter le bain de sang. Si on avait proclamé Kabila, en fait, le président élu Martin Fayoulou n'a pas d'armes, il n'a jamais été rebelle, les bains de sang allaient avoir lieu comment? Si il y a eu crainte, risque d'un bain de sang, ça veut dire que c'est Kabila qui était prêt à faire couler le sang des Congolais. Et M. Nanga doit comparaître. Il doit nous expliquer davantage.
qui voulait faire couler le sang des Congolais. Dans l'hypothèse où on proclamait le président Fayoulou. Et en proclamant M. Tshilombo, il n'y a pas eu du sang qui coule jusqu'à ce jour. Depuis l'avènement de M. Tshilombo au pouvoir, à ce jour, l'Est est en paix, Kinshasa est en paix, Bandundu est en paix, Équateur est en paix, partout il y a l'insécurité. Le sang coule du jour au jour. Donc il ne faut pas tromper notre peuple. M. Kabila et M. Tshilombo sont ensemble. Aujourd'hui, non seulement ils négocient une transition, ils veulent aussi nous amener à une transition avec M. Tshilombo à la tête du pays. Et voilà pourquoi le président Fayoulou avait dit, le 23 janvier à minuit, qu'il y ait élection ou pas, M. Tshilombo doit partir. Je demande également aux viristes, je ne parlais pas des juristes, les viristes de l'UDPS, en commençant par l'air député. Ils ont déjà sorti les schémas pour dire, voilà, M. Tshilombo doit rester au pouvoir, je vais atterrir par là. Il doit rester au pouvoir puisque l'article 70 de la Constitution le prévoit. Non, c'est faux et archi faux. Il faut faire une lecture intelligible de l'article 70 de la Constitution. Cet article n'a pas changé. Nous l'avons rappelé à M. Kabila qui n'avait pas droit à un glissement. Si Kabila était resté au pouvoir de 2016 à 2018, ce n'était pas sur base de l'article 70. C'était sur base d'un accord politique de la CENCO, appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, qui avait confié la primature à l'ancienne opposition, l'opposition de l'époque. Donc l'article 70 était là, mais Kabila a bypassé cet article simplement parce qu'il n'avait pas le pouvoir. L'article 70 vous dit, le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Pour mieux comprendre cet article, il faut faire une lecture combinée avec les préambules de la Constitution, avec l'article 73 et 74 de la Constitution. La lecture combinée de toutes ces dispositions démontre à suffisance qu'au Congo, le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent pas dépasser 5 ans renouvelables une seule fois. Si M. Tshilombo va au-delà de 2023, ça veut dire qu'il dépasse les mandats de 5 ans. Et ça, en violation du préambule de la Constitution qui interdit les retours à la crise de légitimité. Deuxième élément, M. Tshilombo ne peut pas rester au pouvoir dès lors qu'il n'y a pas élection 90 jours avant la fin de son mandat. C'est l'article 73. Tu ne peux pas comprendre l'article 70 si vous ne comprenez pas l'article 73. Quand on dit l'élection dans les 90 jours avant la fin du mandat, ça veut dire que déjà au mois de septembre, octobre, novembre, même décembre, on a un président élu qui n'a pas encore prêté serment. Et arrivé en janvier 2024, M. Tshilombo reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président qui est déjà élu avant la fin de son mandat. Et non rester en fonction jusqu'à l'élection d'un président qui n'est pas connu. Donc ici, l'article 70 recouvre 3 réalités. La première réalité, les mandats de 5 ans. Deuxième réalité, l'élection du président 90 jours avant, conformément à l'article 73. Troisième réalité, l'installation du nouveau président élu 10 jours après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Donc, arrivé le 23, si la Cour ne proclame pas encore les résultats, il peut rester en fonction. Et 10 jours après la proclamation, les présidents élus 90 jours avant entrent en fonction. Donc, s'il n'y a pas l'applicabilité des articles 73 et 74 qui organisent l'élection du nouveau président 90 jours avant la fin du mandat et l'entrée en fonction 10 jours après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, l'article 70 ne s'applique pas puisqu'il ne peut pas rester en fonction indéfiniment. Voilà pourquoi nous devons activer l'article 64 pour faire partir M. Tshilombo du pouvoir et récupérer le pouvoir et le confier à quelqu'un de crédible, de compétent, de capable pour pouvoir relever les défis. Merci. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. C'était Face à la caméra. Merci beaucoup, président Nico Maïgele, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Madame Joël Kombe, pour l'innovation. J'ai salué la qualité de l'émission, même s'il fait extrêmement chaud. M. Tshilombo Chaf, il apprend que j'aurai une émission. Il ordonne à ses services de la SNEL pour pouvoir couper l'énergie électrique. J'ai compris. Vous verrez qu'après cette émission, on va rétablir l'électricité. Merci beaucoup.